je parlais de la bonne gouvernance en disant, si on prend le côté bonne gouvernance que Faure Gnassingbé a développé, laissons la corruption de côté. Il parle de la bonne gouvernance institutionnelle. Parlons de la bonne gouvernance institutionnelle. Donc, vous avez aujourd'hui, au Togo, un parlement qui était en fin de mandat, dont les députés n'avaient pas le droit de poser un acte aussi important pour changer de régime, mais les députés ont changé de régime. Juste parce que quelqu'un leur a demandé de le faire. Où est la bonne gouvernance des institutions? Vous avez au Togo des institutions dont le mandat de ceux qui siègent sont finis depuis. Je prends l'exemple de la HAC. Ça fait 3 ans que les membres de la HAC sont toujours en fonction alors qu'ils sont en fin de mandat depuis. Ils sont élus pour 3 ans. Là, ils font 3 ans de plus, ils font 8 ans. Alors, des gens, c'est-à-dire que la bonne gouvernance institutionnelle, c'est de constater la fin des mandats des gens à temps requis, de les remplacer, de nommer de nouvelles personnes pour faire travailler les institutions. Même ça, on est incapable de le faire. Et on va en Chine, on dit oui, la bonne gouvernance des institutions, la bonne gouvernance de la justice. Il parlait de l'indépendance de la justice. Parlons-en. Combien de dossiers qui sont à la justice togolaise qui sont traités directement par la présidence? Il y a même des juges qui vous le disent que ce dossier est un dossier signalé, nous ne pouvons rien faire. On ne peut rien faire. Et à la justice togolaise là-bas, il y a un monsieur qui est en prison qui s'appelle Charles Azumaro, j'avais parlé de lui, qui est le veuf ou bien l'époux de la fille d'Adema qui est décédée de AVC. Après, on a dit oui que son mari a négligé sa femme, que c'est une omission de secours, c'est ce qui est dans le dossier. Et puis on l'a jeté en prison et depuis, il est là, on ne lui dit rien, il est là. Et les juges disent, ah mon frère, ton dossier là, c'est pas nous, c'est depuis là-haut, nous on ne peut rien dire. Et il est en prison. Mais en Chine, Faure dit oui que la justice est indépendante, qu'on a une justice indépendante qui fait son travail. Et il y a la famille Agba. La famille Agba qui est en prison depuis, qui est en prison dans un dossier totalement vide. Et tout le monde reconnaît que le dossier est vide. Cette dame qui est malade et qui est rentrée au pays pour faire le deuil de son mari a été arrêtée. On a inventé une histoire, on lui a mis sur la tête. Et puis on l'a jetée en prison alors qu'elle est malade. Elle doit suivre les contrôles médicaux. Elle doit aller à l'hôpital. Elle a déjà raté 2 ou 3 contrôles parce qu'elle a été opérée d'une maladie très grave. Donc aujourd'hui, elle est dans les lieux de la détention. Et sans aucune justification. Et quand on demande de la libérer, les juges disent, ah, c'est un dossier signalé, c'est comme ça qu'ils parlent dans les couloirs de la justice. Eux, ils ne peuvent rien parce que si eux, ils prennent une décision, même si le dossier est vide, ils vont prendre des sanctions parce que le dossier est piloté depuis la présidence. C'est de cette justice indépendante dont parle Faure Gnassingbé en Chine. C'est ça la réalité du Togo. C'est ça la réalité du Togo. Moi qui me retrouve quelque part aujourd'hui et qui est en train de me débrouiller, on me met dans un dossier et on dit que bon, il y a eu une attaque le 20 juillet dernier et que moi, Ferdinand, que vous voyez là, que j'ai participé à financer une attaque terroriste. On me met dans ça. Et c'est ça la justice togolaise. Et c'est ça qu'on appelle justice indépendante au Togo. Donc, c'est la bonne gouvernance des institutions que Faure est en train de décrire en Chine, ça. Lui, il a parlé d'un Togo imaginaire. Nous, on parle d'un Togo réel ici. On parle d'un Togo réel. Vous qui me suivez là, combien de personnes il n'y a pas en prison qui meurent pour des raisons politiques? Vous qui me suivez, vous qui avez des problèmes et qui allez à la justice togolaise tous les jours, vous savez ce qui se passe? Vous savez ce que les juges font au Togo? Vous savez comment certains dossiers sont bloqués par le pouvoir politique? Les jeunes qu'on a arrêtés dans l'affaire de Tigre Révolution, on a vu comment ils sont morts. 9 sont encore dans le froid, là-bas, en attendant de juger les autres. Il y a 9 qui sont morts, 8 sont encore à la morgue. On a remis 1 aux parents. Ça, c'est la justice togolaise, ça. Et donc, on va en Chine et puis on dit, oui, la bonne gouvernance des institutions, la justice est indépendante, elle fait son travail. Le cas de la famille Agba est là. Les gens interviennent de partout, mais tout le monde dit, le dossier est vide, mais le gars ne veut pas bouger. Il est autiste, il ne veut pas bouger, il ne veut rien entendre. Donc, ce sont ses prisonniers personnels, il les met là-bas, le temps qu'il faut, le jour où il va se réveiller de bonne humeur, il va décider de les libérer, il va les libérer. Donc, on est dans un pays, on se venge sur quelqu'un, même si la personne meurt, on se venge sur sa famille. Il y a des règlements de compte post-mortem, comme l'a écrit le journal Le Monde. Voilà un aspect de la justice togolaise. Maintenant, parlons de la bonne gouvernance des institutions. Qui sont ceux qui ont refusé de déclarer leurs biens depuis 20 ans? Et là, dit
qu'il faut déclarer les biens. Dès que vous prenez le pouvoir, dès que vous arrivez au pouvoir, il faut déclarer vos biens. Depuis 20 ans, qui sont ceux qui ont refusé de déclarer leurs biens? Déclarer les biens afin de gérer les biens de la République, c'est aussi la bonne gouvernance des institutions. Qui sont ceux qui ont refusé de le faire? Oui, il y a un frère qui parle d'Omolou. Pareil, Omolou est en prison depuis 4 ans ou 3 ans. Il est là-bas. On ne sait même pas dans quelles conditions il est détenu. Les gens sont intervenus. Beaucoup de gens ont écrit. Zéro. Personne ne bouge. Donc, la bonne gouvernance des institutions. La Cour des comptes. Le mandat des dirigeants de la Cour des comptes sont expirés depuis. Est expiré depuis. Ils sont toujours là-bas. Personne ne les change. Le directeur de Edith Togo, il est à la retraite depuis 15 ans. Il est toujours là-bas. Il est à la retraite depuis 15 ans. Il est toujours directeur de Edith Togo. Quand vous prenez la justice togolaise, il y a des juges qui sont à la retraite depuis, mais ils sont toujours en fonction. La bonne gouvernance en milieu judiciaire signifie d'abord que vous construisez de bons palais de justice, que vous construisez des tribunaux, que vous dotez les magistrats de moyens, que vous leur accordez certaines indépendances, et que des magistrats exercent leur prérogative en toute indépendance, qui ne reçoivent pas des ordres de l'exécutif. Aujourd'hui, quand vous prenez les tribunaux de Lomé jusqu'à CKC, regardez dans quel état se trouvent les tribunaux au Togo. Les palais de justice au Togo, c'est des poubelles. Là, on vient de nommer des gouverneurs. Il n'y a pas de bureau pour les gouverneurs. Peut-être qu'on va demander à la Chine de nous construire des sièges pour les gouverneurs. Puisqu'on est en train de demander au préfet des 5 régions où on a nommé les gouverneurs de libérer les bureaux pour les gouverneurs. Il y a une note du préfet de Thiévié qui dit que la préfecture va être transférée à un autre lieu. On leur a dit de dégager et de céder les bureaux de la préfecture au gouverneur. À Takpamé, c'est pareil. À Kara, le préfet est en train de chercher quelques bureaux en dessous de son bâtiment pour donner au gouverneur. Donc, vous n'avez même pas des locaux, vous n'avez même pas les infrastructures, vous nommez des gouverneurs. Maintenant, vous dites au préfet de partager leur bureau avec les gouverneurs. La bonne gouvernance institutionnelle commande à ce que, quand vous êtes au pouvoir depuis 20 ans, vous construisez des infrastructures. C'est la base minimum de l'État. Alors, quand vous avez des ministres qui vont aux Nations Unies pour dire que nous sommes fatigués du paternalisme de ceci, nous sommes fatigués de ci, nous sommes fatigués de ça. Alors que ces ministres-là, leurs ministères sont encore dans les bâtiments coloniaux. Il y a un problème de cohérence. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères au Togo, je vais aux Nations Unies et je vais là-bas, je tiens un discours, je dis oui, nous sommes fatigués de vous, on est fatigués de vous, de votre paternalisme, vous donnez tous des ordres. Et quand je reviens à Lomé, mon ministère, c'est un bâtiment colonial, que même j'ai de la peine à entretenir. Je suis en train de vous montrer la supercherie de ce discours-là que les gens sont en train de tenir, de ces éléments de langage qui sont en train de tenir pour fouer les gens en disant qu'ils sont devenus panafricains. Parce que, comme je le dis, si on ne fait pas preuve de lucidité, le panafricanisme qui est une noble idéologie, elle va ramasser tout. Toutes les escroqueries vont se loger dans le panafricanisme. Parce qu'on sait que c'est ça qui marche aujourd'hui dans l'opinion. On sait que c'est ça qui fait mouche dans l'opinion. Donc, tout le monde devient panafricaniste. Même les régimes les plus barbares, les régimes qui ont été installés par, je ne sais pas, le système france-africain sont devenus panafricanistes. Juste pour se refaire une virginité devant l'opinion. Et les gens tombent dans ce panneau-là. Et c'est ce langage-là, ces éléments de langage que nos gouvernants sont en train d'adopter aujourd'hui. Quand vous les entendez parler, ils ne disent plus rien que ça. Alors, quand Ford va en Chine et il dit tout ça, il parle de FMI, il parle comment appelle-t-on, de la Banque mondiale. Le 12 juillet dernier, la Banque mondiale, dans un nouveau protocole, a accordé au Togo 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Les institutions de Bretton Woods, ce ne sont pas des enfants de cœur. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Les institutions de Bretton Woods ont fait énormément de dégâts en Afrique. Et ça, il faut aussi le dire pour faire la part des choses, pour que les gens ne fassent pas des interprétations qu'ils veulent. Les institutions de Bretton Woods ont été en grande partie la source de nos malheurs, les problèmes d'ajustement structurel, les tout ça qui ont détruit nos économies. Ça, c'est la spécialité des institutions de Bretton Woods. Et nous avons toujours passé le temps pour les dénoncer. Maintenant, quand
vous allez prendre 350 millions de dollars en prêt. Parce que ce n'est pas un don chez la Banque mondiale. Et que vous signez cet accord, tout sourire aux éclats. Vous faites des déclarations dithyrambiques pour féliciter la Banque mondiale. 2 mois après, vous n'allez pas enchaîner pour dire que la Banque mondiale ne nous traite pas bien. Quand vous signez un nouvel accord avec le FMI, comme on l'a fait en décembre 2023, et que dans cet accord-là, on décide de privatiser les banques et tout ça, vous n'allez pas enchaîner pour dire les institutions de Bretton Woods ne nous traitent pas bien. J'ai entendu dire dans le discours que Ford dit que la CEDEAO doit être réformée, si et ça. Mais qui a imposé Faure Gnassingbé au Togo? Ce n'est pas la CEDEAO. Qui a imposé Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo? En 2005 d'abord, et puis les années qui ont suivi. Ce n'est pas la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui, subitement, il se met à critiquer la CEDEAO? Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça a commencé depuis 2018 ou avant 2018 avec le protocole additionnel de la CEDEAO, où la CEDEAO a commencé par dire il faut limiter les mandats. C'est ça qu'il voulait éviter. C'est ça qu'il voulait éviter. Il a commencé par dire non, nous ne sommes pas d'accord pour la limitation du mandat. Et c'est lui et Yahya Jammeh qui se sont opposés. Nous avons dénoncé ça. Et puis après, il a été rejoint par Ouattara et Macky Sall. Et ça a été les débuts de l'implosion de la CEDEAO. Et donc, Faure, lui, savait qu'en implosant la CEDEAO, ça allait faire son affaire. Parce qu'il va se débarrasser de ce fameux protocole de limitation de mandat que les gens essayaient d'imposer dans la CEDEAO. Et ils ont réussi. Donc aujourd'hui, il se permet de critiquer la CEDEAO, alors que hier, c'est la CEDEAO qui a imposé au pouvoir. Et même toutes les autres élections qu'ils ont organisées après, c'est la CEDEAO qui a validé. Nous sommes d'accord. Je parle des faits. Nous sommes d'accord. Et ensuite, il dit, la CEDEAO et son bras monétaire, l'UEMOA. Bon, ça c'est pas juste, parce que l'UEMOA n'est pas le bras monétaire de la CEDEAO. C'est la première fois que j'entends ça. Et je ne sais pas pourquoi on l'a laissé dire ça, et ça a même été écrit noir sur blanc. La CEDEAO, le bras monétaire de la CEDEAO, c'est la BIDC. L'UEMOA, c'est la BOAD et tout ça. Et donc, il dit, il faut réformer tout ça. Or, Faure Gnassingbé, il est sur le marché de l'UEMOA chaque semaine pour lever 30 milliards pour payer les salaires. Vous voyez tous les jours Faure Gnassingbé qui est sur le Togo qui va lever des fonds sur le marché financier de l'UEMOA chaque semaine. 30 milliards, 32 milliards chaque semaine pour payer les salaires et faire fonctionner l'État. Parce que ils ont tellement vidé les caisses de l'État, la corruption aspire beaucoup d'argent, les recettes du pays, que le pays fonctionne aujourd'hui à frein à main. Donc le pays est sous perfusion. Donc il faut aller chercher de l'argent sur le marché financier avec les intérêts pour payer, pour faire fonctionner l'administration et payer les salaires. Et c'est sur le marché de l'UEMOA qui va chercher ça. Et vous suivez chaque jour les communiqués qu'on balance sur les réseaux sociaux que le Togo a levé 30 milliards, 32 milliards sur le marché de l'UEMOA. Donc, parce que il veut capter des financements chinois, alors il dit les autres nous imposent toutes des conditions, c'est trop paternaliste. On sait que vous ne nous imposez pas de conditions, alors donnez-nous l'argent. Donc, c'est ce discours-là, avec cette odeur de soi-disant panafricanisme pour mélanger les gens qui sont en train de tenir dans l'optique de leur prochain congrès panafricaniste à Lomé. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de faire pour fouer les gens. Mais il faut que nous, on vienne ramener la balle au centre. On ramène l'église dans le centre du village en disant, ces gens n'ont rien de panafricaniste. Comme tous les autres régimes qui financent aujourd'hui les histoires de panafricanisme pour se défausser de leurs responsabilités. C'est à nous de dire, c'est des régimes qui n'ont rien de panafricanisme. C'est des escrocs. C'est de l'escroquerie politique que de dire le régime de Paul Biya est panafricain, le régime de Bien Guémé est panafricain, le régime de Driss Déby est panafricain, le régime de je ne sais quoi, de Gnassingbé est panafricain. C'est une escroquerie politique. Donc, il faut le marteler et le rappeler en disant le panafricanisme, de par ses idéaux, n'a jamais été une idéologie d'escroquerie. C'est ça la réalité. Quand moi je dénonce les gens les prédateurs qui détruisent le Togo, je dénonce tout le monde. Il n'y a personne qui ait pu dénoncer la France que moi. J'ai dénoncé Bolloré.
autant bien dans mes articles, dans mes écrits, dans mes débats, régulièrement, j'ai dénoncé tous les réseaux france-africains qui venaient prendre de l'argent à Lomé. Ça m'a valu une plainte de l'ambassadeur français à Lomé, suspension de mon journal. J'ai dénoncé, je dénonce les Américains, je dénonce les Chinois, je dénonce les Allemands, je dénonce tout le monde, je dénonce les Israéliens. Parce que dans ce qui se passe dans notre pays, il y a ceux qui soutiennent de façon... Il y a ceux qui soutiennent à visage découvert le régime, il y a les soutiens qui ne sont pas apparents. Et c'est tout ce monde-là qui soutient le régime. Je vous donne par exemple le cas de l'Allemagne. Je vous donne le cas de l'Allemagne. On en parle moins. Effectivement, les Turcs sont dedans. Ils viennent d'arriver, les Turcs. Je vous donne le cas des Allemands. L'Allemagne a été pendant longtemps le régime qui est resté très dur avec le système togolais. Avec l'assassinat, les événements de Fréau Jardin et puis l'assassinat de l'homme diplomate, ils avaient vraiment coupé les liens. Et puis après, l'Allemagne s'est dit, le Togo ne changeant pas, je ne sais pas pourquoi il va continuer par être dans une posture d'hostilité. En 2005, quand Faure est venu, ils ont brûlé le Goethe Institute. D'abord, ils voulaient brûler l'ambassade parce que l'ancien ministre de l'Intérieur, François Bocco, s'est réfugié à l'ambassade. Ils ont trouvé que c'était un acte de défiance, donc ils ont voulu s'attaquer à l'ambassade. Et ils ont même tiré dans l'ambassade. Et on leur a dit, si vous faites ça, vous allez finir devant les tribunaux internationaux. Alors, les éléments de Katanga, qui est aujourd'hui en prison, ils sont allés brûler l'Institut Goethe. Donc, quand ils ont brûlé l'Institut Goethe, les faits sont établis. Ils ont brûlé l'Institut Goethe. L'Allemagne a pris ça très mal. Alors, quand le Togo a commencé par faire des démarches envers l'Allemagne pour essayer d'effacer cet acte innommable, tout ça, les Allemands ont mis leur retour au Togo dans la balance en sacrifiant la démocratie. Combien de personnes en parlent? Les Allemands ont dit, bon, nous avons beaucoup perdu au Togo, les autres pays viennent, ils prennent leur part, nous avons été l'ancienne puissance coloniale, nous reviendrons au Togo pour prendre aussi notre part. Alors, le gouvernement de Merkel a dit, d'accord, on va régler le problème, et le Togo a débloqué 400 000 euros, le régime togolais a débloqué 400 000 euros pour rénover l'Institut Goethe. C'est comme ça que c'est passé, en disant, bon, on va réparer le préjudice, on va réparer le mal qu'on a fait en détruisant l'Institut Goethe, mais en oubliant que quand vous brûlez l'Institut Goethe, vous brûlez une bibliothèque. Donc, il y a des livres, des archives qui sont partis. Donc, c'est un crime contre l'humanité. Donc, ils ont débloqué 400 000 euros pour rénover l'Institut Goethe. Donc, à la suite de la rénovation de l'Institut Goethe, Faure a été reçu officiellement par Angela Merkel. Et donc, l'Allemagne est revenue en force au Togo et a fermé les yeux sur tout ce qui était dérive électorale, dérive des droits de l'homme et tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont négocié? On leur a donné le clinquer de Tablibo, on leur a donné l'usine d'Awandjolo, on leur a permis d'avoir un certain nombre d'intérêts dans le pays. Et l'Allemagne ne s'est plus intéressée à la démocratie au Togo. Qui en parle? Qui en parle? Qui en parle? Parce que pendant longtemps, les Gnassingbé ont déroulé en Allemagne. Et Yadema a mis beaucoup d'argent en Allemagne, surtout en Bavière. Il est avec les hommes d'affaires bavarois, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et ces gens-là sont toujours des relais pour la famille Gnassingbé en Allemagne. Et donc, même Angela Merkel, qui savait très bien que ce n'était pas un régime fréquentable, vous allez remarquer que pendant les 16 ans de pouvoir de Angela Merkel, elle n'a jamais mis pied au Togo. Alors que le Togo est perçu comme une ancienne colonie allemande et donc devait avoir une position privilégiée vis-à-vis de l'Allemagne. Donc, pendant les 16 ans de pouvoir d'Angela Merkel, elle n'a jamais mis pied au Togo. Mais elle est allée au Ghana, au Bénin, au Niger, et puis un peu partout. Mais elle n'est jamais venue au Togo. Mais à chaque fois que Faure a voulu se faire recevoir, elle a reçu. Et l'Allemagne s'est dit, bon, nous n'allons pas perdre. Donc, on vient aussi prendre notre part. Et donc, ils ont signé cet accord-là qui a permis à cette usine, cette société de Simtogo, donc Edelberg, de prendre une mine à Tablibo qui est Sika Kondi, que j'ai dénoncé la dernière fois. Et puis après de mettre l'usine de Akara là-bas, d'Awendjelo. Qui sont les actionnaires de ces usines-là aujourd'hui? Personne ne le sait. Donc, ces gens-là, ce sont les soutiens qui ne sont pas les soutiens, ce sont les soutiens du régime, mais qui ne sont pas des soutiens, je ne sais pas comment le dire ça, parce que parfois, dans nos éléments de langage, on dit, voilà, le régime est soutenu par tel. Mais il y a d'autres soutiens qui sont là, que nous ne dénonçons pas. Qui sont pas des, voilà, ce sont des gens qui ne font pas de bruit, mais qui sont là, qui tirent le bénéfice de la dictature au Togo. Moi, j'étais en Allemagne, j'ai manifesté à Heidelberg contre Scan Togo. Moi, j'ai manifesté là-bas.
frères allemands qui vont se rendre prochainement pour le congrès du panafricanisme. J'ai leur liste, dirigée par un ancien ministre des Affaires étrangères allemand. Qui dénonce ces gens-là? Personne. Vous avez aujourd'hui les Turcs qui sont arrivés, qui nous vendent des armes, qui font les affaires avec le Togo, qui les dénoncent? Personne. Vous avez les Israéliens qui exploitent nos phosphates, qui prennent énormément nos phosphates, et en retour, qui assurent la sécurité du régime. Qui les dénonce? Personne. Vous avez les Indiens qui sont là, qui exploitent Wassem, les carrières de calcaire, qui les dénoncent. Parce que tous ces gens-là participent à maintenir le régime. Parce que leur intérêt en dépend. Donc, quand vous prenez les Chinois, c'est pareil. Quand j'entends les gens dire, nous allons créer des relations gagnant-gagnant avec certains pays. Vous avez vu ça où? Ça se trouve dans quel livre économique ou dans quel principe de relations internationales? Ça se trouve où? Coopération gagnant-gagnant, c'est quoi? Il n'y a que les Africains qui inventent des expressions comme ça. Il faut lire, par exemple, Hans Joachim Morgenthau, qui est aujourd'hui l'une des références en matière de relations internationales, qui a eu une influence terrible sur la politique américaine ces 100 dernières années. Et vous allez voir le réalisme politique que les puissances appliquent dans le monde. Et toutes les puissances appliquent ce même réalisme politique dans le monde. Les intérêts d'abord, la domination. Donc, il n'y a aucune puissance au monde qui fait une affaire gagnant-gagnant avec un pauvre pays africain. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des expressions que nous-mêmes nous inventons pour justifier nos démarches biscornues, pour dire que oui, si on va par ici, on va avoir plus d'argent. Non, ça n'existe pas. Donc, Morgenthau l'explique très bien dans ses principes. Et je me rappelle que quand je lisais Morgenthau, il y a Henry Kissinger qui disait que pour les relations internationales, Morgenthau est aujourd'hui ce que Freud a été pour la psychanalyse. Et tout le principe de domination est basé sur ça. Et donc, quand vous allez vers les Chinois, parlons des Chinois, puisque on parle des Européens, des Américains, parlons des Chinois. Alors, quand Ford va en Chine, il dit oui, la Chine va nous offrir ceci. Parlons des Chinois, parlons des offres chinois. On ne découvre pas la Chine. Nous ne découvrons pas la Chine aujourd'hui. La Chine investit au Togo depuis des années, puisqu'elle a construit des trucs au Togo, le palais des congrès de Kara, les stades, elle a fait des routes au nord du Togo qui ont été très mal faites. Elle exploite un champ de canne à sucre à Agnier depuis 40 ans. La Chine exploite un champ de sucre à Agnier depuis 40 ans. On n'a jamais vu le sucre, on n'a jamais vu les produits de leur exploitation. Par contre, tous les villageois qui sont à Agnier là-bas se plaignent de comment on a arraché leur terrain. Et les Chinois vivent là-bas en vase clos. Ils mangent tout là-bas, ils exploitent tout là-bas. Personne ne sait ce que la concession de ce terrain à Agnier, qui est des centaines d'hectares, rapporte au Togo depuis 40 ans. Donc, vous prenez les entreprises chinoises qui sont chez nous, qui bricolent les travaux, qui font très mal les travaux, tout ça. Et c'est dans le même registre. Donc, ils ne sont pas mieux que les autres. Et quand vous prenez, par exemple, l'aéroport de Lomé, ou l'aérogare de Lomé qui a été rénové, en 2016 ou en 2017, je ne sais même plus quelle année, quand ils ont décidé de rénover cet aérodrome, ils nous ont dit que Exim Bank Chine va faire un prêt de 150 millions de dollars pour rénover l'aéroport de Lomé. 150 millions de dollars. C'est ce que le ministre Nyofam avait dit. Il était à l'époque ministre des Travaux publics. Et il a dit que pour rénover l'aéroport, ils vont faire un nouvel aérogare, ils vont faire ci, ils vont faire ça, des terminaux modernes, ils vont construire un hôtel 3 étoiles. Ils ont aligné un certain nombre de choses qu'ils vont réaliser. Mais dans la réalisation de la construction de l'aérogare de Lomé, on a débordé l'ardoise. De 150 millions de dollars, on est passé à plus de 200 millions de dollars. Mais on n'a pas pu justifier pourquoi l'ardoise a explosé. On n'a pas pu justifier pourquoi l'ardoise a explosé. Est-ce que les études ont été mal faites? Est-ce que les travaux ont été mal faits? Est-ce qu'il y a eu des avenants? Mais toujours est-il
on est passé de 150 millions de dollars que Exim Bank devait nous prêter à 200 millions de dollars. Mais le contraste, c'est quoi? C'est que on a construit l'aérogare, mais on n'a pas vu l'hôtel 3 étoiles. On n'a pas vu certaines infrastructures qui sont placées dans le projet, qui ont disparu. Comment vous pouvez imaginer que on fait un projet et on connaît le coût du projet et entre-temps, on est passé du simple au double pour le coût du projet, mais les infrastructures qu'on a prévues pour le projet n'ont pas été tous réalisées. Où est passé l'argent? Une partie de l'argent. L'argent a disparu. L'argent a disparu. Et maintenant, quand on a fini de construire l'aérogare, on a vu de temps en temps comment l'aérogare a été inondé. Et puis, les rues qui sont autour de l'aéroport, on n'a même pas été capable de les bitumer. Quand il pleut, le côté cimetière de l'aéroport de Lomé, on voit comment la clôture tombe. On a vu plusieurs fois, la clôture est tombée du côté du cimetière je ne sais pas, c'est... non, je ne sais même pas comment... Bekota, le cimetière de Bekota, la clôture est tombée plusieurs fois. Parce que la rue qui est derrière la clôture, qui est contiguë au cimetière, n'a pas été bitumée. Alors que c'est une petite rue. On aurait pu bitumer cette rue-là. Donc, on est parti de 150 millions de dollars. On est passé à plus de 200 millions de dollars. Mais les choses qu'on a prévues sur le projet n'ont pas été réalisées. Et vous connaissez la corruption des Chinois quand ils sont en Afrique. Quand ils font les travaux en Afrique. Et maintenant, quand on a conçu cet aérogare-là, c'est une dette que les Togolais sont en train de payer. Tous ceux qui se plaignent quand vous allez à Lomé en disant que les billets sont chers à Lomé par rapport aux autres pays voisins, c'est la dette des Chinois que vous êtes en train de payer. Quand vous payez un billet à l'aéroport de Lomé, vous payez un billet plutôt à Lomé, ou bien vous payez un billet en allant à Lomé, vous payez 200, 250 000 francs de plus que celui qui paye un billet au Bénin ou au Ghana. Donc, de telle manière que c'était Togolais qui veulent rentrer, ils préfèrent atterrir au Bénin ou au Ghana et rentrer à Lomé par la route. Ils font une économie de au moins 200 000, 250 000 francs sur le billet. Et donc, nous sommes en train de payer cette dette chinoise-là. Et ce n'est pas fini. Les Chinois, quand vous arrivez à l'aéroport de Lomé, vous allez voir qu'il y a une plateforme chinoise qui est en face de Huina Chapelle. Pour ceux qui utilisent souvent cette voie. Je ne sais pas si vous me suivez. Ceux qui utilisent souvent la voie qui va à Togo 2000, avant d'arriver à l'aéroport, vous allez voir qu'il y a une plateforme chinoise qui est en face de Huina Chapelle, où on a mis des drapeaux chinois avec des préfabriqués. Ils ont des drapeaux chinois, plusieurs drapeaux là-bas. Ils sont collés un peu vers Serfer, vous dépassez là. Après, vous voyez la douane et tout ça. Donc, ces Chinois-là qui sont là-bas, ils habitent sur le site. Et au fond de leur concession, vous allez voir qu'il y a un entrepôt qui est là-bas. Donc, le fret asiatique, c'est eux qui le traitent. Ils le traitent pour leur dette. Parce qu'ils doivent retrouver leur dette. Ils doivent retrouver leur dette. Ils doivent retrouver leur dette. Donc, c'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui se sont installés sur le site là-bas. Et ces Chinois qui sont là-bas, ils mangent tout là. Même le jardinage, même les légumes là, ils plantent ça là-bas. Ça veut dire qu'ils ne dépensent même pas un franc pour acheter auprès de la bonne femme togolaise qui vend dans le marché de Zanawé. Ils vivent là-bas, en Vasco. Ils ont tout là-bas. Piscine, et terrain de tennis, ils ont tout là-bas. Et c'est eux qui gèrent le fret asiatique. Tout ça pour payer la dette qu'on a mis dans l'aéroport. Ça ne suffit pas. Et quand les Chinois, eux, ils sont sans état d'âme, comme tous les autres capitalistes, aujourd'hui, Lomé contenait terminal. La plateforme portuaire de transportement qui est en face de Art Mission, qu'on a construit là où il y avait, on extrait le sable avant, et qu'on a construit avec des fonds publics privés, avec aussi le Togo. Personne ne connaît les actionnaires, mais les Chinois, ils sont dedans à 50% aujourd'hui. Les Chinois sont dedans à 50%. La China Mercant Group est actionnaire de Lomé conteneur terminal à 50% des actions. Donc, on a beau vous dire que le port autonome de Lomé fait des prouesses, fait ceci, mais vous ne voyez pas l'argent. Parce que derrière, il y a ceux qui
nous tiennent pas la dette et qui prennent leur part immédiatement. Dès que ça rentre, ils prennent leur part. Donc, à défaut de les payer, ils prennent des actions dans des structures chez nous où ils prennent directement l'argent. C'est ça la réalité de notre pays. Donc, la China Merchants Group est actionnaire de LCT à 50%. La plateforme de transportement des conteneurs, qui est la plus dynamique aujourd'hui, ils sont actionnaires dedans à 50%. Donc, c'est une réalité. Normalement, il n'y a pas que nous, les journalistes, qui devons parler de ces sujets-là. Les hommes politiques qui combattent le régime, c'est à eux de faire de faire des communications assez pointues, bien fouillées, pour dire au régime, voilà comment vous êtes en train d'embêter le pays. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Depuis que Faure Gnassingbé a fait son discours là en Chine, combien d'hommes politiques ont pris sur eux la responsabilité de le contredire en disant, mais monsieur le président, ce que vous avez dit ne ressemble pas au Togo dans lequel nous vivons. Voilà les réalités. Voilà les phosphates, voilà le clinker, voilà les dolomites, voilà ci. Le port rapporte combien? Il n'y a qu'un seul homme politique que je le vois, il le fait sur Twitter, c'est Nathaniel Olympio. Pour contrecarrer un régime, c'est ce que les hommes politiques doivent faire, parce que c'est là où le régime tire son argent pour se maintenir au pouvoir. Parce que tous ces gens-là que je cite, quand il y a des élections, ils soutiennent le régime pour que le régime ne parte jamais. Mais vous ne pouvez pas combattre un régime de dictature sans s'attaquer à là où ce régime trouve le moyen pour résister. Parce qu'une dictature se nourrit de l'argent. Une dictature se tient par de l'argent. Et un régime qui a 50 ans de pouvoir, 58 ans de pouvoir, ils ont des réseaux partout. Ils ont de l'argent infiniment. Donc, c'est tous ceux qui participent à maintenir le régime qu'on doit mettre en difficulté. On a longtemps parlé des Bolloré, on a parlé des groupes Castel qui font la bière au Togo, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Mais il faut qu'on parle aussi des autres. Il y a des Allemands qui sont là, qui exploitent tranquillement nos ressources minières. Ils n'ont rien à foutre de la démocratie, que le Togo ne change pas. Ils n'ont rien à foutre. Et puis, l'Allemagne est aujourd'hui très présente dans notre administration, à travers la GIZ. Vous savez que l'administration décentralisée aujourd'hui, vous trouvez les Allemands un peu partout, qui donnent des directives dans notre administration. Donc, il y a tout ça aujourd'hui que nous devons normalement mettre en lumière pour démontrer aux gens que le pays n'est pas bien gouverné. Le Togo ne se développe pas parce que les ressources échappent à notre pays, parce que nous avons des dirigeants commerçants. C'est parce qu'ils sont commerçants qu'ils ne veulent pas déclarer leurs biens. Nous avons des dirigeants qui ne sont pas patriotes. Nous avons des dirigeants qui sont prêts à sacrifier toutes les ressources du pays à n'importe quel partenaire pour conserver le pouvoir. Et donc, tous ceux qui participent à la conservation du pouvoir au Togo, on doit les dénoncer. On n'a pas besoin d'être panafricaniste pour faire ça. C'est ça la réalité. Donc, ce discours de panafricanisme que le régime togolais est en train d'utiliser aujourd'hui pour essayer de se refaire une virginité, beaucoup de gens sont en train de tomber dans le panneau. Et on voit bien que les gens vont dire oui, que les gens... Non, il y a des gens qui croient vraiment que c'est un régime qui est panafricain. Il y a des gens qui ne croient pas parce que les gens sont naïfs. Vous voyez qu'ils ont payé des communiqués un peu partout au Cameroun. Les gens sont en train de les féliciter que le régime togolais est devenu un régime vraiment de ceci. Alors que c'est le dernier régime france-africain de la sous-région. C'est le plus vieux régime france-africain de la sous-région. Donc, c'est des gens qui sont au pouvoir au Togo. Leur premier réflexe, quand ils ont de l'argent, c'est d'acheter des maisons aux États-Unis, c'est d'acheter des maisons en France, c'est d'acheter des maisons en Allemagne, c'est d'acheter des maisons en Italie. Mais quand ils vont en Chine, ils disent « Ah oui, ces gens-là ne nous aiment pas, ils nous posent sur des conditions. » Mais si ils ne vous aiment pas, pourquoi vous allez acheter des maisons chez eux? Pourquoi vous mettez vos enfants chez eux? Pourquoi vous inscrivez vos enfants chez eux? Allez mettre vos enfants en Chine, allez les mettre en Arabie Saoudite, allez les mettre en Russie. Il faut être cohérent. Donc, en fait, c'est un langage de manipulation. Et donc, demain, vous allez voir que le Togo va investir beaucoup d'argent pour faire le sommet sur le panafricanisme. Ils vont inviter beaucoup de gens. Vous serez même surpris. Vous serez surpris de voir les gens qui vont arriver à Lomé. D'ici octobre, vous allez voir. Alors que les gens sont en train d'utiliser le peu de ressources qu'ils ont pour faire les routes, pour construire les universités, pour faire les hôpitaux, nous, quand on a de l'argent, on investit dans les futilités. Sommet du panafricanisme. On a fait le sommet sur la sécurité maritime. Ça a englouti au moins 20 milliards. Ça a donné quoi? Il y a 7 ou 8 ans, on a fait le sommet sur la sécurité maritime.
Ça a englouti presque 20 milliards. Le sommet sur la sécurité maritime. Ça nous a apporté quoi? Les gens sont venus à Lomé, ils ont dormi dans les hôtels, et ils ont eu les bonnes voitures, ils ont eu de l'argent de poche, ils se sont bien amusés à Lomé, et puis après ils sont partis. Nous avons fait le sommet sur la sécurité maritime. On n'a pas été capable d'assainir la plage. On a fait le sommet sur la sécurité maritime. On n'a pas été capable d'assainir la plage. On n'a pas été capable de doter le port autonome de Lomé de services incendie assez efficaces pour faire face à des incendies. Mais on a dépensé presque 20 milliards dans un sommet sur la sécurité maritime. Beaucoup de gens se sont enrichis dans cette histoire-là. Il y a ceux qui ont fait les prestations de services, ceux qui ont mis les mannequins, ceux qui ont mis les journalistes qui ont venu, qui ont eu l'argent, chacun a eu l'argent. C'est ce que le Togo fait. Pendant que les autres sont en train de se développer, les Togolais, eux, ils dépensent les peu de milliards qu'on a pour les futilités. Parce qu'ils veulent se redorer une certaine image à l'international. Donc, le prochain sommet sur le panafricanisme au Togo, c'est pareil. Ils vont aller payer les gens pour venir à Lomé. Et ils ont de l'argent pour ça. Et donc, connaissant l'homme, les gens que vous voyez sur certains réseaux en train de dénoncer et certains régimes, vous allez les trouver à Lomé, en train de boire du champagne à Lomé. Vous serez surpris. C'est cette escroquerie-là que moi, je dénonce. C'est ça que moi, je dénonce. Si on ne reste pas lucide pour ne pas nous faire entraîner, pour ne pas nous entraîner vers des trucs, je ne sais pas, sans tête ni queue, on va se faire avoir. Et Fort a réussi à avoir beaucoup de gens. Fort a réussi à avoir beaucoup de gens. Et beaucoup de gens croient aujourd'hui en Afrique que le régime de Faure Gnassingbé est un régime panafricaniste. Je suis désolé de le dire. Les gens y croient. Les gens y croient parce que nous tous, nous avons cautionné ça. Au départ, on n'a pas essayé d'amener les gens à faire la différence ou à rester lucide par rapport à certaines choses. Les gens sont rentrés dedans. Tout le monde est rentré dedans. Tout le monde est rentré dedans. Et ça fait l'affaire de Faure Gnassingbé. Chaque jour que Faure gagne plus sur le Togo, et lui, il est content. Et il dépense de l'argent pour prolonger son régime le plus longtemps possible. Chaque année qu'il gagne, il est content. Et quels que soient les moyens qu'il dépense pour gagner une année de plus, il va le faire. Donc, voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Pendant ce temps, le pays manque de tout. On parle, on dit oui, on est fatigué des gens, on est fatigué de ci. Mais la dernière fois, quand il y a eu des problèmes d'eau à Kara pour refaire le barrage de Kara, c'est l'Union européenne qui a donné de l'argent, qui a fait un prêt au Togo. C'est l'Union européenne qui a fait un prêt au Togo pour refaire le barrage de Kara et régler le problème d'alimentation d'eau à Kara. Ce n'est même pas encore fini. Actuellement, c'est la Banque mondiale qui est en train de piloter un projet pour régler le problème de l'eau à Lomé. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens. Ce n'est pas que nous n'avons pas les moyens. C'est là que je parle de notre responsabilité. Si on faisait la lutte contre la corruption au Togo, si on gérait bien nos ressources, on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent chez l'Union européenne, chez la Banque mondiale, pour faire l'acquisition d'eau à Lomé, à Kara, à Takpamé, ou je ne sais où. On n'a pas besoin de l'argent de la Banque mondiale pour faire ça, parce qu'on a suffisamment de ressources. Dieu nous a donné beaucoup de ressources au Togo. Si ces ressources ne sont pas détournées par nos dirigeants, qui ont créé des comptes bancaires un peu partout en Occident, à Dubaï, qui mettent de l'argent à Singapour pour leurs enfants, qui achètent des appartements, si nos ressources ne sont pas détournées par nos dirigeants, notre pays va être un petit paradis. Donc, vous allez voir que les châteaux d'eau qui sont à Lomé sont des châteaux d'eau qui sont vides. Le château d'eau du campus, le château d'eau de Toukouin Séminaire, c'est des châteaux d'eau. Si on essaie de les réhabiliter, on va régler en grande partie le problème de l'eau à Lomé. Mais ça aussi, il faut que ce soit la Banque mondiale qui vienne donner de l'argent. Et ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est un prêt. Et en plus, quand on nous donne de l'argent, on se permet de détourner l'argent. Et quand on vous fait un prêt que vous détournez, et les gens vous disent, mais faisons un audit pour savoir comment l'argent a été géré, vous dites non, que vous ne recevez pas des ordres, que c'est paternaliste. Aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le Millennium Challenge qui donne de l'argent pour qu'on puisse sécuriser le processus de titre foncier au Togo. Vous trouvez que c'est normal? Nous sommes là et puis on vient dire que les États-Unis ont donné 20 milliards pour aider le cadastre fiscal à sécuriser les titres fonciers. C'est-à-dire que vous et moi, nous les Togolais, quand nous achetons un terrain,
Depuis 1964 que nous sommes indépendants, quand nous achetons un terrain, c'est l'argent des Américains qui va permettre de sécuriser le titre foncier du terrain que moi j'ai acheté. Est-ce que c'est normal? Quelle fierté nous tirons dans cette infantilisation? Parfois, les 20 milliards même que les États-Unis vont donner, l'argent ne vient même pas de Washington. Peut-être que ce sont les frais de visa qu'on prend qu'on reverse. Parce que nous avons des dirigeants irresponsables. On a des dirigeants qui ne sont pas visionnaires. On a des dirigeants qui n'ont aucune fierté de leur pays. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, c'est la Banque mondiale qui va débloquer de l'argent pour qu'on puisse régler le problème de l'eau à Lomé. Pendant ce temps, il y a des milliards qui dorment sur les comptes de nos dirigeants. Il y a des milliards que nos dirigeants détournent pour mettre dans les banques partout, en Suisse, au Vatican, à Singapour, à Dubaï. Et quand ils meurent, personne ne prend cet argent. Les Blancs bloquent cet argent. Et vous pensez que ces gens-là qui font ça, qui dépouillent le pays pour leur propre compte bancaire, quand ils vont venir dire que la responsabilité de nos problèmes, ce sont les autres, on va les croire, on va les applaudir. Mais non, on ne va pas les applaudir. C'est pour ça que moi je dis, nous sommes les premiers responsables de nos problèmes. Aujourd'hui, on cite Talon comme un exemple. Même si sur le plan des droits de l'homme, on a beaucoup de choses à lui reprocher. Tout le monde dit le Bénin est en train de faire des efforts. Talon a bouché beaucoup de trous au Bénin. Il a fait des mécontents. Il a mis un système en place pour contrôler les fonds. Et cet argent, il le dépense pour le bien des Béninois. Il construit des infrastructures et tout le monde est content. Toutes les villes au Bénin sont en train de changer. Au Ghana, pareil. Alors, nous qui avons plus de richesses que les Béninois, on fait quoi? Nous qui avons plus de richesses dans notre sous-sol que les Béninois, on fait quoi? Nous faisons quoi avec l'argent? Toutes ces recettes passent où? Donc, ne tombons pas dans la manipulation communicationnelle que Faure et ses éléments sont en train de distiller dans l'opinion aujourd'hui. En disant, oui, les autres ne nous aiment pas, nous ne voulons pas que les autres nous donnent des ordres. Non. Ne tombons pas dans ce jeu. Ces gens ont été mis au pouvoir de bout en bout par ceux qu'ils appellent les autres. Ceux qu'ils appellent les paternalistes. C'est eux qui les ont mis au pouvoir. C'est eux qui continuent de les soutenir. Mais dès qu'ils sont chez un autre partenaire, ils font croire que ce partenaire est mieux. Aucune puissance n'est mieux dans le monde. C'est ce que Morgenthau décrit, le réalisme politique. Aucune puissance n'est mieux que les autres. Toutes les puissances sont comme les humains. Ils sont à la recherche de l'intérêt. Donc, il n'y a aucune politique gagnant-gagnant dans le monde. Et ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est être naïf que de croire à ça. Qu'on soit Chine, Inde, Turquie, France, États-Unis, Allemagne, tous ces gens-là, ils sont à la recherche de leurs intérêts. C'est à nous de savoir qu'est-ce qui est bien pour nous. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, moi je pense aujourd'hui que le travail que nous devons faire, c'est de remettre à chaque fois le visage de ce régime, à chaque fois qu'il veut mettre un masque derrière lequel il veut se cacher. À chaque fois que ce régime veut mettre un masque pour se cacher, enlevons-lui le masque et montrons son vrai visage à la face du monde. Et ça ne peut pas être seulement le travail des journalistes ou des leaders d'opinion. Normalement, la classe politique devait aujourd'hui être capable de nous dire où sont nos ressources. Les gens qui aspirent à gouverner le Togo demain doivent avoir toutes les capacités intellectuelles, les compétences pour nous dire qu'est-ce que le port autonome de Lomé rapporte, qu'est-ce que les phosphates rapportent, quelle est la tête du Togo, pourquoi on est si endetté, où va l'argent, pourquoi on prend l'argent pour faire les infrastructures, pourquoi quand nous dénonçons les phosphates, vous avez vu un seul homme politique qui est allé à Néro, à Kémé, je ne sais pas, un peu partout pour voir dans quelles conditions les populations vivent. Quand on parle de clinquer à Tabligo, avec tout ce que cela entraîne comme les dégâts, vous avez vu les hommes politiques aller là-bas pour parler avec les populations, pour savoir qu'est-ce qu'on fait là-bas. Je viens de parler de Salim et de Ntivou. Quel homme politique va aller demain là-bas à Ntivou pour parler avec les populations, pour dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quels sont vos problèmes, pourquoi on est en train d'exploiter les mines ici et vous ne profitez de rien. Parce qu'un homme politique qui aspire à gouverner un pays, sa mission, c'est de mettre en difficulté le régime. Et pour mettre en difficulté le régime, il faut utiliser les données scientifiques, les faits.
les chiffres, faire ses propres éléments, avoir ses propres éléments. Nous sommes à la veille de la rentrée. Le gouvernement avait dit qu'il va construire 30 000 classes. Je ne sais pas combien, 300 000 classes, je ne sais pas combien. Nous sommes à la veille de la rentrée. Est-ce que vous avez entendu un homme politique faire une sortie pour dire, à l'échéance de cette nouvelle rentrée, voilà le nombre de classes que le gouvernement a construit et que l'objectif des 30 000 classes n'a pas été atteint? Et que où est passé l'argent? Parce que quand ils ont décidé de construire les 300 000 classes ou les 30 000 classes, ils ont pris un prêt quelque part. À quoi a servi cet argent? Alors, si des hommes politiques sont là et ils sont dans les ragots de quartier, le pouvoir il est tranquille. Du coup, il n'y a que les leaders d'opinion qui s'occupent de tout ça. Aujourd'hui, Ford, lui, il est tranquille. Ce qu'il a dit en Chine, c'est ce que les gens ont écouté, c'est ce qu'il restera. C'est ce qu'il restera. C'est ce qui va rester. Donc, c'est un travail, c'est pas d'ensemble, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Donc, il faut qu'on se mette vraiment au travail pour essayer de montrer comment est-ce que le Togo est dans une situation assez difficile. Donc, je reviendrai sur plusieurs aspects de ces éléments de langage jusqu'au sommet sur le panafricanisme là. Je vais faire chaque fois, je vais décortiquer jusqu'à leur sommet. Il faut qu'on décortique leur truc là. Et il faut qu'on essaie de dissuader, de dire aux gens qui vont aller à Lomé pour leur fameux sommet sur le panafricanisme que ce sont les cautions de la dictature. Il faut qu'on démystifie tout ça. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, ça fait 10 ans qu'il est au gouvernement. En 10 ans, il aurait pu construire un vrai ministère des Affaires étrangères avant d'aller clamer sa souveraineté devant les Nations Unies. Tout l'argent qu'il investit dans les billets d'avion, les tournées inutiles qu'ils font dans le monde, ils sont au Kazakhstan, Azerbaïdjan, ils ne restent pas à la Corée du Nord où ils sont pas allés, ils sont partout. On ne sait pas s'ils rapportent pour le pays. Tout cet argent qu'ils investissent dans les billets d'avion, dans les hôtels 5 étoiles, on aurait pu construire un vrai ministère des Affaires étrangères au Togo et permettre aux diplomates d'avoir des bureaux. Vous savez que le ministère des Affaires étrangères au Togo, les diplomates n'ont même pas de bureau. Les gens sont 2 par bureau, les gens n'ont même pas de bureau. À un moment donné, la Caisse de sécurité sociale voulait reprendre un bâtiment qui est au bout du ministère, qui est un ancien bâtiment de la Caisse nationale de sécurité, qui est squatté par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Donc, si vous clamez votre souveraineté partout dans le monde et que vous n'êtes pas capable pendant 10 ans de construire un vrai ministère des Affaires étrangères, allons en train de construire tout un quartier administratif au Bénin. Le Ghana a fait pareil. Le Sénégal a construit une nouvelle ville. Nous ne sommes pas capables de construire un ministère des Affaires étrangères. On est toujours logé dans un bâtiment colonial, à la taille de ce que le colon a laissé depuis des années. Même pour arranger, pour badigeonner ce bâtiment, on demande l'argent aux ambassades. À Lomé. Et on va devant les Nations Unies pour raconter des histoires. Et les gens croient à ça. Les gens croient à ça. Il faut qu'on soit capable de construire d'abord nos propres ministères. Et ça, ce sont les attributs de la souveraineté. Quand vous allez au Togo aujourd'hui, la moitié des ministères sont dans les bâtiments de la colonisation, qui sont d'ailleurs mal entretenus. Donc, quel crédit on peut accorder à des gens qui sont logés depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans dans des bâtiments coloniaux et qui vont sur des tribunes pour dire on ne veut pas ça, on ne veut pas entendre ça. Construisez d'abord vos propres ministères. On a besoin de combien pour construire un ministère des Affaires étrangères au Togo? 5 milliards, 10 milliards, c'est ça qu'on n'a pas? C'est ça qu'on n'a pas? Alors qu'on est souverain? C'est ça la réalité. Regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le portail. Ceux qui passent devant là-bas, regardez le portail. Regardez le portail. Avant d'aller frapper la poitrine que nous sommes un pays souverain, on ne peut pas recevoir des ordres. Sortez des bâtiments coloniaux. Allez construire vous-même les bâtiments ministériels. Et soyez fiers d'avoir fait quelque chose à la suite de ce que les autres ont laissé. Regardez le portail du ministère des Affaires étrangères. Regardez l'entrée. C'est une tristesse pour notre pays. C'est une tristesse pour notre pays. Et ce sont ces gens qui sont en train de faire du bruit, et qui sont en train de faire du bruit partout, qu'ils sont souverains, et ils sont ça. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous
ces éléments de langage du pouvoir togolais qui essaye de berner les gens en mettant le panafricanisme devant pour je ne sais pas quoi dire, pour embarquer les naïfs, hein, pour faire croire que c'est un régime qui demain, s'il est persécuté, c'est parce qu'ils ont dit non. Aux États-Unis, ils ont dit non à la France, ils ont dit non à l'Allemagne, c'est pour ça qu'ils sont persécutés, alors qu'en réalité, c'est faux. C'est faux. Ils sont en train juste de trouver une formule pour brouiller les pistes, pour mélanger les gens et gagner du temps et conserver leur pouvoir. C'est ça la réalité. Faure Gnassingbé, il passe ses week-ends en Italie. Vous le savez, non? Il ne passe pas ses week-ends en Chine. Il ne passe pas ses week-ends, je ne sais pas où, dans quel pays encore. Il passe ses week-ends en Chine. Il passe ses week-ends en Italie. Faure Gnassingbé, il est chaque 2 semaines, il est en Italie. Pour vous qui ne le savez pas, il est à Milan. Il est en Italie. Et vous savez ce que ça coûte à l'État togolais? Vous savez ce que ça coûte au pays quand le chef d'État se déplace comme ça tout le temps? Depuis qu'on a commencé le début de l'année, si vous comptez le nombre de fois que Faure est sorti du Togo officiellement et officieusement, vous allez voir combien on investit dans les transports, dans les billets d'avion inutiles. Même les Blancs, ils ne font pas des voyages inutiles. Le ministre des Affaires étrangères togolais, vous savez combien de fois il voyage par mois? Il passe même pas une semaine à Lomé. Il est tout le temps parti. C'est des millions qu'on investit dans les billets d'avion, dans les hôtels. Même le secrétaire d'État américain ne voyage pas comme ça. Même le secrétaire d'État américain ne voyage pas comme ça. Même le président américain ne voyage pas comme ça. En France, quand Macron prend l'avion présidentiel, fait un voyage inutile, toute la presse française est derrière lui. Parce que ce sont des biens publics. Ça doit se justifier. Mais vous avez des gens qui sont au Togo, ils passent le week-end en Italie. Est-ce que vous le savez? Des gens sont au Togo, ils sont chefs d'État, ils portent des costumes de 30 millions. Est-ce que vous savez ça? Vous savez combien coûtent les costumes de Faure Gnassingbé? Est-ce que vous savez ça? Vous savez combien coûtent les costumes de Faure Gnassingbé? Vous savez combien coûtent les costumes de Faure Gnassingbé? Minimum 30 millions. Regardez bien ces costumes. C'est purement italien. Je connais. J'avais déjà écrit ça. Je connais les magasins qui le livrent. Comment un chef d'État en Afrique peut porter un costume de 30 millions avec une montre de 300 000 euros pour aller demander des prêts à un autre chef d'État qui lui porte... Et les chefs d'État étrangers, vous voyez les Chinois, vous avez vu la veste que le président chinois a portée, ça ne dépasse même pas 5 000 euros. Ça ne dépasse même pas 5 000 euros. Vous voyez les Macron, quand ils s'habillent, au plus c'est 4 000 euros. La veste, la cravate, parce que les médias sont regardants. Quand Sarkozy a porté le Rolex, ça a été intolé. Parce que quand vous êtes au service de la République, même si vous êtes riche, vous êtes obligé de vivre décemment pour ne pas choquer les gens. En France, quand il y avait un gouvernement, quand les gens déclaraient leurs biens, Laurent Fabius était le plus riche. Il était le plus riche, héritier et tout, tellement riche. Mais quand il s'habille, il ne dépasse pas les 6 000, 7 000 euros parce qu'il est au service de la République. Après, quand il est dans le privé, il fait la fête, il peut porter des vestes de 100 000 euros, ce qu'il veut, parce que c'est son argent. Mais quand tu es au service de la République, tu ne dois pas vivre comme si tu étais au-dessus de la République. Et comme en Afrique, on a des journalistes, ou bien on a des gens dans l'opinion qui n'arrivent pas à identifier les costumes, les montres, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Les gens voient tout ça comme ça. Les gens voient ça comme le visage des gens. Mais la réalité, c'est ça. Mais quand vous prenez des jets privés pour voyager chaque 2 semaines, chaque 10 jours, chaque jour, vous partez en jet privé, c'est beaucoup d'argent que l'État engloutit dans les voyages inutiles. Pendant ce temps, il n'y a pas d'alcool dans les hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'argent pour soigner les gens, il n'y a pas d'argent pour les retraités. Est-ce que ce sont les autres qui sont responsables de ça? Non, c'est nous-mêmes.